Bonjour, donc aujourd'hui j'avais envie dans cette vidéo de vous parler du don d'ovocytes que j'ai fait il y a plusieurs années maintenant. C'est un don qui est peu médiatisé encore et donc c'est vrai que peu de personnes sont au courant que ce type de don existe ou si elles ont connaissance que ce don existe ne savent pas forcément comment ça se déroule, ce que ça peut impliquer, etc. Donc du coup j'avais envie par le biais de cette vidéo de vous en apprendre plus sur le sujet puisque c'est vrai que généralement, en matière de don de gamètes, on va plutôt connaître le don de spermatozoïdes, qui est un don, on va dire, un petit peu plus connu, puisque c'est vrai que déjà dans de nombreuses séries, dans de nombreux films, notamment souvent américains, c'est un sujet qui est assez fréquemment abordé, donc c'est vrai qu'on a souvent connaissance plutôt de don de spermatozoïdes, plutôt que du don d'ovocytes. Je vous avais annoncé sur les réseaux sociaux que j'allais faire cette vidéo et je vous avais indiqué que si vous aviez des questions, que c'était l'occasion du coup de les poser et que je me ferais un plaisir d'y répondre donc à travers cette vidéo. Comme ça, j'espère que vous aurez des réponses à toutes vos questions, que vous connaîtrez bien les tenants et les aboutissants de ce don pour peut-être en parler autour de vous et puis qui sait, peut-être vous-même pour faire, faire ce don à votre tour. Allez, c'est parti! Donc avant d'aborder mon parcours, donc les raisons qui m'ont amené à faire ce don, comment ça s'est déroulé et l'après avec notamment les questions de l'anonymat, je vais vous donner les conditions un petit peu du don et je vais vous expliquer donc à qui ce don est destiné. Alors pour pouvoir faire un don d'ovocytes, il y a 3 conditions à remplir. La première c'est être majeur, la deuxième c'est avoir moins de 37 ans et la dernière, c'est être en bonne santé. Alors, pourquoi il faut avoir moins de 37 ans? C'est tout simplement parce que au-delà de 37 ans, la qualité des ovocytes commence à être dégradée, être moins bonne. Donc c'est pour ça qu'il faut tout simplement avoir moins de 37 ans pour pouvoir faire ce don, afin que bien sûr ça profite aux futurs receveurs qui du coup vont bénéficier du don. Avant, il y avait une quatrième condition, notamment quand moi j'ai fait ce don, c'était il fallait avoir eu des enfants. Voilà. Cette condition a été supprimée en 2015 si je ne me trompe pas. Donc maintenant, même des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants peuvent très bien faire ce don. Voilà, ce qui permet du coup à beaucoup plus de femmes de pouvoir du coup se renseigner et d'enclencher le processus et peut-être à la fin donc faire le don d'ovocytes afin qu'un couple receveur puisse en bénéficier. Donc voilà du coup pour les 3 conditions à respecter. Donc du coup, à qui est destiné le don d'ovocytes? Alors, donc, le don d'ovocytes, donc il est destiné à des couples, donc pour le moment hétérosexuels. Donc peut-être avec la révision des lois de la bioéthique, il sera ouvert par la suite donc aux couples homosexuels, donc pour 2 femmes, ou pour des femmes qui vivent toutes seules, qui ne sont pas en couple, peut-être. Voilà. Mais pour le moment, en tout cas, le don d'ovocytes n'est accessible que aux femmes et aux couples en fait, hétérosexuels. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les couples qui vont bénéficier d'un don d'ovocytes sont dans un parcours de procréation médicalement assistée depuis assez longtemps, généralement. Et bien souvent, pas dans tous les cas, mais bien souvent, c'est un petit peu, on va dire, la dernière chance. Donc voilà, souvent, c'est soit parce que la femme, bien qu'elle soit jeune, a pas d'ovocytes, donc souvent c'est la ménopause précoce, soit parce que ces ovocytes présentent des anomalies, soit parce qu'elle a été soignée par une maladie grave et du coup elle a subi un traitement qui a détruit ses ovocytes. Voilà. Et la dernière raison, c'est également pour éviter de transmettre une maladie génétique où du coup ils vont pouvoir, certains couples, avoir recours également au don d'ovocytes. Donc voilà du coup pour les couples qui vont potentiellement être receveurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au don d'ovocytes, il y a un manque cruel de donneuses. Il y a très très peu de dons d'ovocytes par rapport aux couples qui en ont besoin. Voilà, donc ça déjà c'est également une information à connaître. Donc voilà du coup un petit peu sur les conditions à respecter et à qui est destiné donc ce don d'ovocytes.
Alors, du coup, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, pourquoi j'ai voulu faire ce don et du coup après comment ça s'est déroulé. Alors en fait, tout simplement, j'ai voulu faire ce don parce que pour moi qui avait, donc moi j'avais déjà mes deux mini-bulles, j'étais donc déjà maman depuis plusieurs années. Euh, voilà, j'avais eu la chance d'avoir deux magnifiques bébés et je savais que certaines femmes avaient des difficultés à tomber enceinte, à pouvoir porter un enfant et que du coup c'était une souffrance terrible pour elles. En plus, à l'époque, je travaillais dans le milieu médical, alors partie administrative, hein, mais voilà, je travaillais donc notamment pour la rénovation d'un SECOS, donc qui est un centre de reproduction. Et en fait, voilà, j'ai connu en fait le don comme ça, où il parlait du don de spermatozoïdes, et du coup, j'ai découvert qu'on pouvait donc donner ses ovocytes. Voilà. Et comme moi, depuis que j'ai 18 ans, je donne mon sang, mon plasma, mes plaquettes, j'ai ma carte de donneuse de moelle osseuse, s'il devait m'arriver quelque chose, je donnerai mes organes. Du coup, pour moi, ça paraissait logique que je puisse donner mes ovocytes, puisque de toute façon, entre guillemets, tous les mois, ils sont détruits, ils servent à rien, bon, voilà, avec les règles, etc. Du coup, pourquoi ne pas en faire bénéficier un couple pour que peut-être ils puissent avoir la chance d'être parents. Donc voilà, donc pour moi, voilà, ça a mûri comme ça. Et c'était un projet que je voulais mener avant mes 30 ans. Notamment parce que je savais cette condition des 37 ans. Et du coup, voilà, plus je pouvais donner jeune, plus du coup, peut-être un couple aurait la chance de pouvoir avoir son bébé. Donc c'est pour ça que c'était voilà, mon projet, avant mes 30 ans, de donner, de faire ce don d'ovocytes. Donc du coup, j'en ai bien sûr discuté avec mon mari. Hein, je voulais pas me lancer non plus dans ce genre d'aventure sans lui en parler. Il a tout de suite compris ma démarche, il n'a pas été étonné et donc voilà, il m'a soutenu tout le long du processus. Donc quand quand j'ai vraiment voulu lancer les choses, c'était notamment après la naissance de ma deuxième mini-bulle. Donc après ces 1 an, voilà, j'ai enclenché le processus. Donc je me suis rendue au SECOS, donc du CHU, pour prendre rendez-vous et avoir déjà un petit peu des explications sur comment ça allait se passer, etc. Puisque je savais que ce don était possible, je savais entre guillemets à quoi ça servait, mais je ne savais pas du tout comment ça se passait. Donc j'ai été reçue par la gynécologue, donc qui s'occupe du centre de reproduction et qui m'a donc expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Donc que j'allais avoir une batterie d'examens médicaux pour être sûre que j'étais en bonne santé et qu'au niveau de mon patrimoine génétique, il n'y avait pas de souci, que je n'allais pas transmettre potentiellement de maladies, etc. Donc voilà. J'allais également avoir rendez-vous avec une psychologue pour être sûre si moi j'allais bien le vivre, si j'étais prête à faire ce don, puisque ce n'est quand même pas un don tout à fait anodin. Et à partir de là, mon dossier devait passer en commission. Puis après, si j'étais acceptée, donc il y avait le processus médical avec des injections et après donc la ponction qui était faite. Donc voilà, donc elle m'a expliqué tout ça. Je suis rentrée avec toutes ces informations chez moi. J'ai lu, j'ai continué à me renseigner et pour moi, il n'y avait pas de doute, voilà, fallait que je fasse ce don. Donc je l'ai rappelé quelques temps après pour du coup pouvoir faire tous les examens médicaux et lancer le process. Donc, alors j'y suis retournée, donc j'ai eu le droit à pas mal d'examens, donc gynécologiques bien sûr, prise de sang et donc un questionnaire assez complet sur la génétique, donc notamment sur tout ce qui est héréditaire, mes parents, mes grands-parents, pour être sûr du coup que voilà, il n'y ait pas de maladie que l'on puisse éventuellement transmettre, etc. Donc voilà, donc ça a été assez complet. Au niveau de l'entretien médical, mais bon, ça se fait simplement, hein, c'est pas non plus, c'est pas insurmontable, hein, voilà, c'est très poussé, mais ce qui est normal. Mais voilà, il y a rien d'insurmontable de ce point de vue-là. Une fois que toute la batterie d'examen a été faite, du coup, j'ai vu donc
une psychologue. On a beaucoup discuté. Elle m'a demandé donc quelle était ma démarche, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes qui font un don d'ovocytes, en fait, on les range, enfin, moi, c'est pas moi qui les range, c'est le corps médical les range dans 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les donneuses qui ont été sensibilisées par des proches qui ont connu le système, notamment des FIV, de recours à la procréation médicalement assistée, donc qui connaissent un petit peu la galère que c'est pour certains couples d'être parents. Donc souvent, c'est des donneuses qui viennent par rapport à ça, à la sensibilisation qu'elles ont eue. Il y a les donneuses qui viennent également de la part, ce qu'on appelle les donneuses croisées, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'elles viennent faire un don pour bénéficier, elles, d'un don de spermatozoïdes. Voilà, c'est ce qu'on appelle les dons croisés, si je ne me trompe pas. Et après, la dernière catégorie, ça va être ce qu'ils appellent les donneuses altruistes, c'est-à-dire ce sont des femmes qui viennent spontanément faire un don alors qu'elles ne connaissent pas de personnes qui ont besoin d'un don. Et elles viennent tout simplement faire le don d'ovocytes. Donc moi, je rentrais dans la 3e catégorie, puisqu'effectivement, je ne venais de la part de personne. Et ah oui, il y a également les femmes qui amènent une donneuse, et en fait, ça leur permet à ces couples-là de monter dans la liste d'attente, en fait. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un délai entre 1 an et 3 ans pour pouvoir être receveuse, donc ce qui est considérable, surtout quand l'envie d'être parent vous tenaille. Et donc si un couple receveur vient avec une donneuse, du coup, ils montent dans la liste pour être, recevoir leur ovocyte et donc avoir bénéficié de ce don. Donc voilà. Donc moi, je faisais du coup partie des donneuses altruistes. Donc du coup, la psychologue, elle pose plein de questions. Savoir si psychologiquement, on est prêt à faire ce don. Est-ce qu'on est prêt à donner un bout de ses gènes et entre guillemets, de savoir que potentiellement, il va y avoir un enfant qui porte une partie de notre patrimoine génétique et qui va être dans la nature. Voilà, comment le vit la famille, toutes ces questions-là. Donc pour moi, il n'y a pas eu de souci du tout, c'était très clair. Moi, je donne un bout de moi, un bout de mon patrimoine génétique, mais c'est tout. Pour moi, c'est vraiment comme si je donne mon sang, mes plaquettes. Pour moi, il n'y a vraiment rien de plus, en fait. Donc c'était vraiment, je donne pour donner et rien de particulier. Donc du coup, une fois que j'ai vu la psychologue, je crois que le rendez-vous, il a duré facilement une bonne demi-heure, voire peut-être même 1 heure. Mais bon, c'est vrai que ça commence à dater un petit peu. Et voilà, donc c'est vraiment un échange très intéressant de ce point de vue-là. Donc j'ai pu poser également des questions. Et il a fallu également que mon mari donne son consentement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un don de gamètes, donc que ce soit d'ovocytes ou de spermatozoïdes, quand on vit en couple, donc marié ou non, il faut que le conjoint donne son consentement. Voilà, c'est inscrit dans la loi, c'est comme ça en France. Il faut qu'il y ait le consentement du partenaire. Donc je le répète, qu'on soit marié ou pas. Voilà, il suffit de vivre en couple pour que du coup, il faille le consentement donc, de son conjoint si c'est un don d'ovocytes ou de sa conjointe si c'est un don de spermatozoïdes. Voilà. Et non, puis même j'ai envie de dire de son conjoint, peu importe, parce qu'après tout, on peut très bien donner son sperme ou ses ovocytes, peu importe finalement sa vie de couple. Voilà. Donc bref, pour résumer, il faut le consentement de son partenaire pour faire ce don. Donc moi, bien sûr, comme j'en avais parlé au préalable à mon mari et qui me soutient depuis le début, le consentement, il l'a donné bien sûr sans souci. Donc une fois que mon dossier a été constitué, donc il est passé devant une commission, puis j'ai dû attendre d'être recontactée par la gynéco pour que du coup elle me dise si on poursuivait ou pas le process et si je pouvais ou pas faire le don. Donc 1 semaine ou 2, j'ai été rappelée et donc elle m'a dit que mon dossier avait été accepté par la commission. Donc j'étais super contente et donc entre guillemets les choses sérieuses allaient pouvoir commencer.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le don, ça va se passer en gros sur un mois. Donc, c'est pas forcément contraignant. Le tout, c'est qu'il faut forcément s'organiser, puisque quand on travaille, voilà, il y a des rendez-vous à prendre. Donc, c'est des choses voilà, qu'il faut avoir en tête si on veut se lancer dans cette aventure qui est le don d'ovocytes. Donc, il va y avoir... Alors, je vais prendre mes petites notes, puisqu'il y a pas mal de choses. Donc en fait, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Donc on va commencer par la stimulation ovarienne. Donc les femmes qui sont dans un processus de FIV vont reconnaître ce que je vais dire, puisqu'en fait c'est le même processus. C'est-à-dire que du coup, en fait, on va stimuler les ovaires à coup d'injection d'hormones pour que du coup, il y ait beaucoup plus d'ovaires qui soient produits pour que du coup, lors de la ponction, bien sûr, on puisse en ponctionner beaucoup plus qu'à la normale. Voilà. Donc la stimulation ovarienne, elle va durer entre 10 à 12 jours, voilà, à peu près. Donc ce sont des injections qu'on fait avec des... ça ressemble un peu à des stylos, voilà, les piqûres, enfin pour se faire les piqûres. Donc c'est un produit, alors par contre je me rappelle absolument plus le nom, parce qu'en fait franchement ça j'ai pas du tout retenu, j'ai occulté de ma mémoire. Mais voilà, donc ça se présentait sous forme de stylo. Alors, faut être honnête, hein, je faisais pas la maline la première fois quand il a fallu que je me fasse la piqûre dans le ventre. Parce que voilà, tous les clichés que j'avais dans la tête, alors que l'aiguille elle est petite, hein, c'est comme ça. Hein. Mais je me disais, oh là là, si je me transperce, genre une petite aiguille comme ça, je vais me transpercer un organe. Quoi, là. Mais bon, voilà, c'est les idées qu'on a. C'est vrai que je suis pas infirmière, je suis voilà, pas du tout dans ce milieu-là. Donc c'est vrai que forcément c'est toujours un petit peu impressionnant. Enfin en tout cas voilà, moi ça m'impressionne. Alors pourtant je crains pas du tout les piqûres, hein, parce que je donne mon sang, il n'y a aucun problème. Voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Mais se piquer soi-même, moi ça m'a un petit peu impressionné. En tout cas la première fois. Donc voilà, j'en ai pas large. Donc avec mon petit stylo... Du coup, voilà, on se pince, je me suis pincé le ventre, puis hop, j'ai fait la première injection en respirant un bon coup, en prenant mon courage à deux mains et en me disant, allez, on y va. Voilà. Et donc comme ça, pendant 12 jours. Alors moi, par contre, j'ai été super réactive, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais des bleus. Voilà, j'avais des bleus du coup sur le ventre. Mais bon, ça encore une fois, ça dépend de chaque femme. Hein. Moi, il suffit que je me cogne à un meuble et puis ça y est, quoi, j'ai un hématome. Donc voilà, je suis très réactive. Donc forcément, de me piquer tous les jours, j'ai été réactive. Après, sinon, franchement, je l'ai bien vécu. J'ai pas eu de soucis particuliers. Alors si, un petit peu ballonné, ça tiraillait un petit peu. Mais franchement, rien d'insurmontable à ce niveau-là. Voilà, c'est un petit peu comme quand on a ses règles, on va dire, voilà, ça tiraillait un petit peu au niveau du bas-ventre. Mais franchement, voilà. Au niveau de l'humeur, un petit peu plus sensible, mais pareil, vu que j'avais été enceinte et que bon, les hormones, hein, pendant la grossesse, pareil, c'est un bon shoot d'hormones. Donc là, c'était pas plus, pas moins que quand j'étais enceinte. Donc voilà, c'était assez classique. Là-dessus, je l'ai bien vécu également. Voilà. Bien sûr, un peu plus sensible, mais rien d'extraordinaire. Donc du coup, le but de la stimulation des ovaires, ça permet d'aboutir à la maturation, donc comme je vous ai dit, de plusieurs ovocytes. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que une infirmière peut venir à domicile pour vous faire les injections. Voilà. Moi, je l'ai fait toute seule, un genre grosse warrior. Peut-être qu'avec le recul, je demanderai à une infirmière de venir. Voilà. Mais encore une fois, c'est très personnel. Voilà, donc pendant qu'on fait les injections, on est sous surveillance, c'est-à-dire qu'on va voir plusieurs échographies pour voir si la stimulation s'opère bien, s'il n'y a pas de soucis, si c'est le bon dosage, etc. Donc, je vous lis mes notes, hein, comme ça ce sera plus clair. Donc, pendant la période de stimulation, il y a 3 prises de sang et donc des échographies ovariennes qui permettent donc d'évaluer si le traitement correspond bien ou pas à la donneuse. Donc la stimulation est adaptée au fur et à mesure et cette surveillance permet également de fixer le jour et l'heure de la dernière injection qui achève
la maturation des ovocytes. Et en fait, c'est là où j'ai été super étonnée. Donc moi, ça se passait bien, hein, le traitement, j'y répondais très très bien, même ils étaient étonnés parce que j'étais vraiment très très réceptive. Et donc pour la dernière injection, c'est un autre produit en fait. Donc là, il a fallu que je fasse le mélange moi-même. C'était des petites capsules. Et donc avec la seringue, il fallait que je prélève et après que je fasse l'injection. Et là où en fait, je me suis mise la pression franchement toute seule pour le coup, parce que je voulais tellement que tout se passe bien. Parce que c'est un investissement quand même malgré tout, hein, sur un mois, même si ça se vit très bien, hein, mais bon, ça reste un investissement forcément. Et c'est vrai que je voulais que ça se passe bien. Et en fait, je me suis mis la pression toute seule, il faut que cette injection, en fait, il faut la faire à une heure vraiment précise. Et moi, c'était à entre 22 et 23 heures. Voilà, c'était comme ça. Pour que du coup, en fait, 35 heures après, la ponction soit réalisée. Donc du coup, la gynéco m'avait dit, voilà, vous, vu l'heure à laquelle aura lieu la ponction, il faudra que l'injection ait lieu entre 22 et 23 heures. Et en fait, ce petit flacon, je l'ai mal cassé. L'opercule s'est pas cassé de façon nette. Et du coup, en fait, il y a un petit peu du produit, pas beaucoup, mais qui a coulé. Et du coup, j'étais en panique, j'étais même en pleurs, hein. Et la gynéco, elle était au top parce que j'avais son portable. Je l'ai appelée, elle m'a rassurée, elle m'a dit de pas m'inquiéter, qu'il y avait suffisamment de produits en fait, que je continue. Et en fait, je me rappelle prélever le produit avec la seringue et elle était au téléphone avec moi. Enfin, franchement, c'était super quoi, de savoir qu'on est épaulé parce que c'est quand même pas évident. Et du coup, voilà, j'ai fait cette injection. Et j'étais super fière de moi pour le coup d'y être arrivée parce que j'avais tellement peur d'avoir tout foiré que du coup, voilà, elle m'avait vraiment fait du bien d'être avec elle pendant que je faisais donc cette dernière étape et d'avoir mon chéri qui était pas loin, pareil, qui me disait allez vas-y c'est bon, ça va bien se passer et effectivement ça s'est très bien passé. Donc du coup, une fois que j'ai fait l'injection, donc j'y étais 35 heures après pour le jour J faire la ponction. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en fait, j'ai calé tous mes rendez-vous parce que j'avais un impératif, c'est qu'en fait, j'allais déménager. Et du coup, en fait, j'avais des jours libres pour pouvoir faire cette ponction. Voilà, donc moi, on a tout calé pour que ça tombe pile à ce moment-là, en fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si la femme travaille, elle a un arrêt, hein, c'est voilà, les prises en charge. Donc il n'y a aucun souci de ce point de vue-là, hein, si un jour vous voulez faire ce don, voilà, et que vous travaillez, vous aurez un arrêt de travail pour du coup être prise en charge, pour pouvoir faire ce don sereinement. Voilà. Donc je me suis présentée le jour J, j'ai eu le droit de faire une bonne douche à la bétadine. Donc la ponction, hein, ça reste un geste chirurgical, hein, qui est fait donc par le gynécologue du service de reproduction. Donc on a le choix, soit ça peut être fait sous anesthésie générale, soit ça peut être fait sous anesthésie locale. Moi, comme j'étais dans les cartons, que j'allais déménager, puis que j'avais quand même mes petites mini-bulles à la maison, j'avais dit que l'anesthésie locale, voilà, c'était très bien. Donc on est parti du coup là-dessus. Donc une fois que j'ai fait ma douche, j'ai mis ma super chemise voilà, d'hôpital. Donc c'est super, super sexy, mais bon, ça c'est pareil, hein, quand on a accouché, hein, on connaît bien. On sait que le glamour, hein, c'est pas là qu'il faut l'attendre. Donc après, j'ai été donc dans le bloc opératoire, et donc il y avait l'anesthésiste, il y avait une infirmière, et donc il y avait le gynécologue. Donc on s'installe en position, hein, comme quand on fait une visite chez le gynéco. Et du coup, après, donc à l'aide d'une aiguille, on va dans le vagin et puis du coup on va sur les ovaires et la ponction se fait. Donc moi, donc anesthésie locale, là par contre ça s'est pas passé de façon optimale, c'est-à-dire que pendant qu'il était en train de faire la ponction dans le premier ovaire, l'anesthésie locale elle a arrêté de fonctionner en fait. Et là d'un coup j'ai tout ressenti. Et franchement j'ai morflé. Voilà. Alors encore une fois, c'est très subjectif, hein, c'est vraiment chaque femme qui le vit à sa façon. Moi personnellement c'était vraiment douloureux, donc il était en train de faire les ponctions et en fait je sentais
toutes les ponctions qu'il était en train de faire dans l'ovaire en fait. Donc il a voulu arrêter le gynéco, j'ai refusé, j'ai dit que c'était hors de question, que ça faisait 1 mois que je faisais tout le process, que là j'étais là, j'avais les jambes écartées sur la table, que c'est bon, il allait finir, que tant pis j'allais serrer les dents. Et donc il a continué. Il a fait le 2e ovaire. L'infirmière, du coup, elle était à côté de moi. Elle me tenait la main, elle me caressait la main. Elle me disait des mots super gentils pour m'encourager et tout. Franchement, j'ai eu vraiment mal. Voilà, je vais pas mentir. Moi, personnellement, j'ai eu vraiment mal. J'avais vraiment l'impression d'accoucher une 3e fois et même peut-être plus douloureux que l'accouchement, puisque c'était cette sensation de... ça pique. Enfin, je sais pas trop comment le décrire, mais vraiment j'ai eu mal. Je me rappelle, enfin, j'avais les larmes qui coulaient, quoi. Mais j'étais fière de moi et je me disais, allez, pense à ce couple qui va pouvoir bénéficier, qui peut-être aura son bébé au bout. Donc voilà, je me motivais comme ça. Puis donc, il a ponctionné. Et donc comme j'avais très bien répondu à la stimulation ovarienne, ils ont pu récupérer voilà, les ponctions dans les 2 ovaires. Ça avait vraiment une quantité assez importante de follicules, enfin voilà, d'ovocytes, donc j'étais vraiment contente. Une fois qu'ils ont terminé, ils m'ont ramenée dans une chambre où du coup j'ai dormi pendant un bon moment du coup pour me remettre un petit peu de tout ça parce que malgré tout voilà c'est fatigant. Puis mon chéri est venu me chercher et on est rentré à la maison et pareil à la maison je crois que j'ai fait une sieste, j'ai dormi plusieurs heures. Et voilà, et après c'était fini. J'y suis retournée après pour vérifier, faire une prise de sang pour vérifier que, voilà, que tout allait bien. Et tout allait bien, donc c'était super. Donc voilà du coup concrètement comment ça s'est passé pour moi au niveau du processus et du don. Donc l'aspect médical avec tous les examens qu'il y a en amont. Puis après donc ce mois d'injection avec les 2 produits, donc la piqûre quotidienne pour la maturation, puis après le produit final qu'on s'injecte pour terminer la maturation, juste avant donc la ponction qui a lieu dans un bloc donc, opératoire à l'hôpital. Donc moi, après le don, la gynéco, elle était qui m'avait suivi, parce que c'est pas la même qui m'a suivi, qui a fait la ponction, parce qu'elle n'était pas là ce jour-là, et elle était désolée de comment ça s'était passé pour moi. Voilà, bon, c'était la première fois que ça arrivait, hein, donc pour toutes les autres femmes, ça s'était super bien passé. Hein, donc encore une fois, voilà, hein, faut pas avoir peur, hein, parce que moi, malgré tout, je l'ai fait, quoi. Voilà, c'était douloureux, mais je l'ai fait. Et du coup, par contre, elle a dit qu'elle, par la suite, à toutes ses donneuses, elle allait procéder par anesthésie générale. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle l'a fait ou pas, parce qu'après, voilà, j'ai été plus en contact. Hein, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'elle avait dit. Et je sais que dans d'autres centres de procréation, médicalement assistés, dans les autres sécos, ils procèdent beaucoup par anesthésie générale. Après, j'ai vu qu'il y a certains centres également qui faisaient... également par hypnose, donc pourquoi pas. Donc voilà du coup un petit peu comment ça s'est déroulé. Alors, ensuite par rapport aux dons, pour être tout à fait honnête, j'ai oublié après que j'avais fait ce don, j'ai juste eu 9 mois après avoir fait le don, voilà j'y ai pensé et je me suis dit, est-ce qu'il y a un petit bout quelque part qui est en train de pousser son premier cri? Alors ce qui est un peu naïf, hein, parce qu'en fait la receveuse, elle le reçoit pas, elle n'est pas dans une autre salle à attendre qu'on me ponctionne pour lui donner. En fait, non, ça se fait pas comme ça. Mais bon, voilà, j'avais mon jour, le jour où j'ai fait le don, et 9 mois après, c'est vrai que je me disais, voilà, est-ce qu'il y a peut-être un petit bout qui est né grâce à ce don. Donc voilà. Après, j'y pense pas plus que ça. Voilà. De temps en temps, ça revient parce que soit j'entends parler de dons de sperme, soit j'entends parler de femmes autour de moi qui subissent le processus, qui sont dans un processus de procréation médicalement assistée. Donc forcément, ça fait écho avec ce que j'ai vécu. Mais voilà, c'est plutôt... franchement, c'est un bon souvenir. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce don. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un don qui est donc anonyme et qui est gratuit.
En France en tout cas. Dans les autres pays européens, notamment en Espagne, la donneuse peut être rémunérée. Voilà. Mais en France, c'est donc gratuit et anonyme. Alors, pourquoi c'est gratuit? Tout simplement pour éviter que les dons je trouve pas mon mot, j'allais dire de matière humaine, mais bon, c'est un peu, c'est pas tellement ça. Mais voilà, pour éviter que les dons, je sais pas, de reins, de sang, etc., voilà, soient payants et qu'il y ait un trafic autour de ça. Donc c'est pour ça qu'en France, c'est vraiment, voilà, c'est gratuit, c'est un geste spontané, on donne pour donner. Voilà. Ensuite, c'est anonyme. Alors ça, souvent, c'est une question qu'on me pose, savoir qu'est-ce que je pense de l'anonymat. Est-ce que je l'aurais fait ou pas si c'était anonyme ou si ça ne l'était pas? Alors, oui, je l'ai fait également, donc c'était parce que c'était anonyme. Voilà, c'est vrai que ça a été un critère important pour moi. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais voilà, comme je donne une partie de moi, après, j'avais pas... Enfin voilà, j'ai pas... Enfin, c'est pas mon enfant. Voilà, parce que ça aussi, c'est souvent une question qu'on me pose, de me dire, mais ça te fait pas quelque chose de savoir que tu as un enfant qui est dans la nature? Non, non. Et du fait que ce soit anonyme, du coup, il y a un enfant, peut-être, parce qu'en plus, je sais même pas si ça a marché, hein. Autant les ovocytes qu'ils ont ponctionnés, peut-être ça n'a jamais abouti, peut-être qu'il n'y a pas de petit bout qui est quelque part et qui a pu en bénéficier. Enfin voilà, en plus je ne sais même pas si ça a marché. Donc j'ai aucune idée. Mais après, non, voilà, il y a un enfant, un petit garçon, une petite fille, qui sont dans la nature, peut-être, et qui ont un petit bout de moi. Mais après, pas plus. C'est pas mon enfant. Moi, mes enfants, c'est les enfants que je fais avec mon mari. Voilà. Alors après, encore une fois, je pense que c'est très personnel à chaque femme. Tout le monde ne pense peut-être pas la même chose que moi. Mais moi, en tout cas, pour moi, non, je n'ai pas d'enfant à moi dans la nature. Voilà. Donc c'est vrai que l'anonymat, du coup, c'était, voilà, pour moi, c'était important. Après, si l'anonymat n'avait pas existé, j'aurais réfléchi peut-être un peu plus longtemps. Et au final, peut-être que je l'aurais fait quand même. Vu que dans ma tête, c'est très clair, je pense que peut-être je l'aurais fait. Mais bon, c'est difficile de savoir, hein. Voilà, moi, je l'ai fait dans un contexte particulier. Voilà, là, je vous dis ça maintenant, mais voilà, je pense que je l'aurais fait. Voilà, mais après, on n'est jamais sûr de rien. Du coup, au niveau de la loi, quand on fait un don, ce qu'il faut savoir, c'est que les couples receveurs, ils vont d'abord au préalable faire une déclaration en fait au tribunal pour acter qu'ils vont être les parents de ce futur enfant à naître. Donc ce qui fait qu'aux yeux de la loi, ce sont vraiment eux les parents. Alors cette loi-là, elle est très importante, notamment, alors pas tellement pour le don d'ovocytes, puisqu'en fait, la mère, c'est celle qui accouche. Voilà. Donc ça a beau être mes ovocytes, malgré tout, par le biais d'une fille, puisqu'en fait, oui, je vous ai même pas expliqué concrètement, je me rends compte. Donc, il y a l'ovocyte, puis le spermatozoïde, ils font une fécondation in vitro, et après, ils injectent les embryons dans l'utérus donc de la maman. Donc du coup, c'est vraiment elle, la mère. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je considère pas du tout que c'est un enfant à moi, puisqu'en fait, c'est cette femme qui a porté son bébé, elle l'a tellement désiré, elle l'a tellement voulu, elle l'a porté, elle l'a senti grandir en elle, et pour avoir été maman et avoir eu 2 grossesses, c'est vraiment ça qui fait qu'on sent qu'on est maman, quoi, même avant qu'ils naissent, où on le sent grandir, donner des coups, on a les nausées, c'est ça qui fait qu'on est une maman. Et donc, du coup, cette loi, voilà, pour le don d'ovocytes, c'est différent, puisque c'est voilà, l'enfant, c'est la femme qui accouche, qui est considérée comme la mère. Par contre, elle est très importante, cette loi, c'est pour le don de spermatozoïdes, puisque si dans un couple, on ne sait jamais ce qui peut se passer, si finalement le futur papa, pour X raison, le couple se séparait,
il pourrait se désengager, lui, et dire non, ce n'est pas mon enfant, on peut faire des tests, vous allez voir que génétiquement parlant, c'est pas mon enfant. Et effectivement, ça serait pas le sien. Donc c'est pour ça que pour protéger les donneurs, donc les messieurs ou les dames, du coup cette déclaration au tribunal est très importante pour déclarer qui sont les parents. Voilà, donc en aucun cas ce ne sont les donneurs qui sont considérés comme les parents. Donc la loi française prévoit qu'il n'existe aucun lien entre la donneuse d'ovocytes et l'enfant né du don. Aucune filiation ne pourra être établie entre eux. La mère de l'enfant est celle qui l'a porté et mise au monde. Ses parents sont ceux qui l'ont désiré et l'élèvent. Et effectivement, je crois que tout est dit. Et voilà, donc effectivement, donc même si avec les lois de bioéthique qui vont être rediscutées là en 2019, l'anonymat était levé, en fait, en aucun cas, ça changerait quoi que ce soit pour les donneurs. On n'est pas les parents de ces futurs enfants à naître ou de ces enfants qui sont nés de ces dons-là. Voilà, donc ça c'est important de le dire, puisque peut-être ça peut faire peur à certaines personnes qui veulent faire un don soit de spermatozoïdes, soit d'ovocytes. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors après, au niveau des questions qu'on m'a posées, donc voilà, pour l'anonymat du coup, voilà, j'ai répondu. Donc si l'anonymat était levé, voilà, enfin franchement ça changerait pas grand chose en tout cas pour moi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des statistiques qui ont été faites et que ce critère de l'anonymat est tellement prépondérant, important pour les donneurs et les donneuses, que c'est vrai que s'il devait lever l'anonymat, il y aurait beaucoup moins, je pense, de donneurs et de donneuses. Et comme ils sont déjà cruellement en manque, du coup, finalement, le nombre de couples qui sont en attente, elles devraient attendre encore plus longtemps et peut-être que ça n'aboutirait jamais. Donc, du coup, c'est vraiment important de prendre également ça en compte par rapport à cette discussion de lever ou pas l'anonymat. Et j'ai regardé également une conférence sur donc le don d'ovocytes, où c'était les généticiennes et une gynécologue du Sécos de Rennes. Et elles indiquaient que sur tous les enfants qui étaient nés des différents dons qui pouvaient exister, en fait, il y a vraiment une infime partie qui souffre de ne pas connaître leurs véritables origines. Donc en fait, plus de la majorité, c'est vraiment une toute petite partie, je ne me rappelle plus du pourcentage, d'ailleurs je ne sais même pas si elles le disent dans la conférence, mais elles disent vraiment que c'est vraiment infime ces enfants qui ressentent un mal-être. Donc bien sûr, ils sont à prendre en compte, il ne faut pas non plus le nier, mais voilà, donc, quasiment tous les enfants issus du don le vivent très très bien. Donc ça, c'est également important de le mettre également en balance. Voilà. Donc on m'avait parlé de l'anonymat, donc ça du coup j'y ai répondu. L'autorisation donc du conjoint. Voilà, donc ça également, je vous ai expliqué que moi de mon côté il n'y avait pas eu de souci, parce qu'il m'avait soutenu depuis le début. Et lui non plus, d'ailleurs, il ne considère pas que j'ai un enfant à moi dans la nature. Il a exactement la même perception des choses que moi là-dessus. Donc après, je vous ai expliqué le déroulé. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc sur les raisons de pourquoi j'ai fait ce don également. Donc est-ce que ça avait été douloureux? Donc oui, pour moi ça a été douloureux, mais pareil, pour la plupart des femmes, ça ne l'est absolument pas, encore une fois. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Alors, il peut y avoir des effets secondaires, notamment liés à la ponction, puisque ça reste un acte chirurgical, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais ça c'est comme toute opération, voilà. Après, par rapport à la stimulation, ce qui est important de savoir, c'est qu'en aucun cas, ce processus empiète sur la réserve d'ovocytes qu'une donneuse peut avoir. Donc notamment sur ma réserve à moi, voilà, on ne me prend pas, entre guillemets, des ovocytes. Voilà, c'est au lieu que tous les mois ils soient détruits naturellement, voilà, on en fait on les stimule pour qu'il y en ait plus,
Mais voilà, on ne va pas piocher dans ma réserve voilà, personnelle. Donc du coup, ce qui fait que je ne serai pas ménopausée plutôt parce que j'ai fait un don, par exemple. Voilà. Donc ça, du coup aussi, c'est pareil, c'est important parce que ça peut être une appréhension que de nombreuses femmes ont par rapport à ça, par rapport au don. Comment certains médecins peuvent le déconseiller? Alors, le déconseiller, c'est si on ne remplit pas les 3 critères. Donc, si on n'est pas majeur, si on a plus de 37 ans, donc, et si on n'est pas en bonne santé, ou alors si on a un patrimoine génétique, enfin héréditaire, qui permet que le don ne soit pas possible. Voilà. Donc ça, c'est pour la donneuse. Ce qu'il faut savoir pour la receveuse, c'est que elle, le don, elle ne peut le recevoir que jusqu'à 43 ans. Voilà, c'est un consensus en France. La date a été arrêtée à 43 ans. Voilà, après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça, je ne saurais pas vous le dire. Voilà, en France, c'est comme ça. Est-ce que je le ferai à nouveau? Alors, en France, on peut faire jusqu'à 2 dons. Voilà, d'ovocytes dans sa vie de femme. Donc, je l'ai fait une fois. Est-ce que je recommencerai? Je pense pas. Non, je l'ai fait une fois. Ça a été une expérience. Non, je pense pas. Alors, pas parce que c'était contraignant ou que j'ai eu mal, hein, mais voilà, je l'ai voulu le vivre. J'ai voulu faire ce don une fois dans ma vie. Voilà, ça, je suis heureuse de l'avoir faite et voilà, c'est tout simplement. Donc non, je le refais pas. Et puis de toute façon, plus les années passent et plus la limite des 37 ans arrive et en plus, oui, aussi, pourquoi je le referai pas, c'est parce que justement, j'ai voulu le faire avant mes 30 ans pour que la qualité de mes ovocytes soit au top, on va dire, pour que du coup, le couple receveur puisse avoir, pour que ça marche et qu'elle puisse avoir son bébé. Et donc, en fait, plus les années passent, plus je sais que la qualité de mes ovocytes ne sont plus les mêmes que quand j'ai fait le premier don. Donc non. Si j'avais été au courant et si la règle du l'enfant, d'avoir déjà eu des enfants, n'avait pas existé plus tôt, enfin avait sauté plus tôt, peut-être que là oui j'en aurais fait 2. J'en aurais fait un vers peut-être 25 ans et un donc pour mes 30 ans. Mais au-delà de 30 ans, pour moi, entre guillemets, j'ai estimé que c'était trop tard, quoi. Puis après, bon, voilà, de toute façon, il y a ma vie, etc., qui a fait que ça ne s'est pas représenté. Mais voilà, peut-être que je l'aurais fait plus tôt si ces deux règles, si la règle de avoir eu des enfants avait disparu plus tôt. Voilà. Mais là, non, sinon... Serais-tu curieuse de rencontrer les enfants nés grâce à ton don si tu en avais l'opportunité? En as-tu discuté avec d'autres personnes qui auraient fait ce don aussi et quels étaient leurs avis sur la question? Alors non, j'ai jamais discuté avec quelqu'un qui a fait ce don, tout simplement parce que je ne connais personne d'autre qui a fait ce don. Et est-ce que je serais curieuse de rencontrer les enfants nés grâce à ce don? Pour être honnête, non. Autant je suis curieuse de savoir si ça a marché, si un couple a son enfant, a son bébé, autant je ne suis pas curieuse là-dessus, j'avoue. Parce qu'en fait, tout simplement, alors j'espère que ça ne va pas choquer ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Comme pour moi, cet enfant qui a pu naître de ce don, je ne le considère pas comme un de mes enfants voilà, qui est dans la nature. Du coup, j'aurais peur que cet enfant, s'il me rencontrait, attende lui des choses que je ne sois pas capable de lui donner et qu'au final, ça lui fasse plus de mal que de bien. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais en fait, je ne voudrais pas faire souffrir cet enfant s'il attendait des choses que je ne serais pas capable de lui donner en fait au final. Voilà. Pour moi, cet enfant, son papa, c'est son papa qui a fait, voilà, tout simplement. Et sa maman, c'est la femme qui l'a porté, qui l'a désiré avant, puis qui l'a eu dans son ventre et qui l'a mis au monde, donc qui a connu la grossesse, l'accouchement, les douleurs de l'accouchement, etc., qui s'est levé la nuit, qui lui a donné ses biberons. C'est ce couple qui était inquiet quand il était malade. Enfin, voilà.
Donc non, je suis pas curieuse de les rencontrer, mais de savoir par contre si ça a marché, ça oui. Donc est-ce que c'est comme un don de sperme? Bah oui, donc ça je pense en l'avoir dit, donc oui, j'ai donné un petit bout de mon patrimoine génétique, voilà. Donc au niveau mental, qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'il y a une moitié de vous que vous ne connaissez pas? Bah voilà, donc ça je pense que j'y ai répondu, donc bah ça me fait rien en fait. Voilà, voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes vos questions, enfin aux questions que vous m'avez posées donc sur le sujet. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications, que du coup vous allez peut-être en parler autour de vous. Ce qu'il faut également savoir sur le don d'ovocytes, je voulais vous donner quelques chiffres. Donc ce sont des chiffres de 2015. Alors, en France, il y a 540 femmes qui ont fait un don d'ovocytes. Et de ce don d'ovocytes, il y a 256 enfants qui sont nés grâce à ce don. Et ça, donc, c'est génial. Et même si ça reste peu, hein, vous voyez, malgré tout. Et pour répondre à toutes les demandes des couples en attente, donc il manque 900 donneuses. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de couples qui attendent désespérément une donneuse, une petite fée comme ils les appellent, pour avoir le bonheur d'être parents. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai lu ces chiffres-là, je me suis dit, waouh quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes 2 petites puces. Et il y a des couples qui sont en manque cruellement d'être parents. Et voilà, donc il manque 900 donneuses. Et il faut savoir également qu'il y a également aussi des manques au niveau des dons de spermatozoïdes. Voilà, donc messieurs, hein, si ça vous branche, bah voilà, renseignez-vous là-dessus. Donc, pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous lire le témoignage d'une receveuse pour que vous voyez un petit peu l'autre côté du miroir. Et c'est un côté que moi je ne connais pas, parce que moi j'étais donneuse, et c'est vrai que même si on nous explique comment ça va se passer, voilà, il y a plein de choses sur la receveuse le couple receveur que je ne connaissais pas. Donc je vais vous lire son témoignage pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Donc d'abord, il faut savoir que la plupart des femmes qui bénéficient d'un don d'ovocytes ont déjà un long parcours de PMA, donc procréation médicalement assistée, derrière elles. Et la plupart d'entre elles ont déjà fait des FIV. Donc, elles savent exactement ce que va vivre la donneuse pour l'avoir vécu auparavant. Le système français est ainsi fait, pour ce que j'en connais en tout cas. Il y a très peu de dons spontanés. Ainsi, pour pallier à ce problème, on demande à la personne qui souhaite bénéficier de ce don de trouver une donneuse dans son entourage. Il s'agira ensuite de faire un don croisé. Le couple A amènera une donneuse, A, qui donnera ses ovocytes au couple B. La donneuse B donnera ses ovocytes au couple A. Le don est anonyme et gratuit. Les frais médicaux de la donneuse sont pris en charge. Oui, effectivement, ça j'ai oublié de le dire, c'est vrai, je n'ai absolument rien payé pour tous les frais médicaux que ça a pu engendrer. Voilà, c'est complètement... c'est la sécurité sociale qui prend tout en charge. Voilà, ça aussi c'est important, puisque bon, malgré tout, il y a quand même pas mal d'examens, etc. On s'assure simplement que la donneuse est compatible avec la personne qui va recevoir le don sur les critères suivants. Taille, corpulence, couleur de peau, couleur des cheveux, couleur des yeux si possible. Oui, ça aussi c'était indiqué d'ailleurs dans la conférence avec le SECOS de Rennes, comme quoi il n'y a pas du tout d'eugénisme. Hein. On ne s'amuse pas à faire de la sélection. Il n'y a pas du tout de sélection donc des gènes. Voilà, on fait juste attention donc aux critères là que je viens de vous énoncer tout simplement. Voilà. Les délais d'attente en France sont longs. 1 an pour un don croisé, 3 ans pour un don spontané. Je trouve personnellement ça compliqué de demander à quelqu'un de mon entourage de faire ce don pour moi. Je me suis ainsi tournée vers le don d'ovocytes en Espagne, où un certain nombre de cliniques spécialisées dans ce domaine existent. En comptant les frais médicaux et le séjour sur place, cela revient environ à 10 000 €. En Espagne, le don est également anonyme, mais la donneuse est rémunérée, environ 1 000 €. Un certain nombre d'étudiantes en font, et le délai pour avoir une donneuse baisse à 3 mois.
On ne sait rien de la donneuse, si ce n'est le nombre d'ovocytes qu'elle a donnés et qui sont fécondés. Pour la personne qui reçoit le don, il y a un traitement pour que l'endomètre s'épaississe, bien moins lourd que la stimulation. Donc voilà un petit peu, donc vous voyez la différence entre la France et l'Espagne. Déjà, ça n'a rien à voir. On peut passer un délai de 3 mois, contrairement à 1 an et 3 ans pour la France. Donc c'est vrai que pour ces couples qui sont en manque de bébés, c'est vraiment très long, c'est vraiment un parcours très compliqué. Et c'est vraiment, quand je lis ce témoignage-là, et j'en ai lu plein d'autres, hein, parce que quand on va faire tous ces examens sur le process, vérifier si la stimulation, tout ça, ça se passe bien, on voit tous ces couples qui viennent faire des FIV et on voit à côté, il y a un mur avec tous les faire-part des bébés qui sont nés grâce à la procréation médicalement assistée. Et franchement, j'ai pleuré plus d'une fois quand j'ai lu tous ces petits mots, quand on lit tout l'amour de ses parents, toute l'émotion, toute la douleur qu'il y a derrière. Je suis émue, ça, d'en parler. Et franchement, c'est quand on a des enfants facilement, voir toute cette douleur et en même temps aussi toute cette joie, tout ce bonheur, voilà quoi, hein. Ça fait quelque chose, on peut pas rester insensible. Donc ben voilà, je vais terminer cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, si j'ai pas été assez claire sur certains points, n'hésitez pas à me mettre les questions en commentaire. J'espère que donc vous aurez appris de nombreuses choses sur le don d'ovocytes, voir un petit peu donc, voilà, comment ça se déroule, ce qu'on peut ressentir, les questions qu'on peut se poser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt!